Eh bien bonjour, je suis ravi d'être avec vous ce lundi soir. Nous sommes le 8 juin et nous avons donc terminé la semaine dernière, une semaine absolument fantastique. Vous avez le rappel légal en incrustation et nous allons enchaîner immédiatement après, donc justement sur la clôture du marché européen. Et donc voilà, donc vous avez donc le CAC 40 qui termine en baisse, petite baisse de 0,43% à 5175,52. J'espère que c'est encore bon, ça va plus bouger. Sinon pour le DAX, nous l'avons donc à 12 818,15. Et il est en baisse de 0,23%, trois fois rien également par rapport donc à la hausse formidable qu'il a connue et qui a d'ailleurs été impulsé justement par les NFP. Les NFP, c'est les non-farm payroll, hein, ce sont donc les créations ou destructions d'emplois aux États-Unis qui seront sortis donc bien au-delà des attentes. Et là, vous avez le S&P 500 en incrustation sur votre écran. Ils sont ressortis donc ces NFP donc en création de 2 500 000 emplois alors qu'on attendait 8 millions. Et après avoir regardé donc le billet donc du BLS qui est donc le Bureau des statistiques de l'emploi, et quand on regarde comment ils calculent justement et comment ils prennent en compte les différentes statistiques et les personnes qui se sont inscrites, eh bien bizarrement, donc il y a 8 millions 400 000 personnes qui justement n'étaient pas au travail. Et il y a 5 millions 400 000 personnes eh bien, qui ne sont pas inscrites dans justement leur échantillonnage. Et ils l'ont mis dans un échantillonnage divers. Ce divers permet justement, en comptant les 620 000 personnes qui sont en vacances ou qui sont en congé, eh bien, quand on fait le calcul rapide, on arrive en gros à 4 700 000 personnes qui n'ont pas travaillé, et mais qui sont mis dans le divers, ce qui fait qu'en réalité, on arrive à avoir un chiffre de création d'emplois de 2 500 000, alors qu'en réalité, nous devrions être à 2 200 000 destructions. Alors bien sûr, c'est meilleur quand même que les 8 millions que les statisticiens, ou du moins les analystes, attendaient, mais quand même, entre 2 millions de créations et 2 500 000, 2 500 000 créations et 2 millions un peu plus de destruction, il y a quand même un monde. Donc peut-être qu'on en reparlera justement de ces fameux 5 400 000 personnes inscrites dans une catégorie pour autre raison. Voilà, c'est ce fameux pour autre raison qui est assez intéressant, justement pour expliquer cela. Parce que quand même, prendre à contre-pied des dizaines, voire des centaines d'analystes qui s'attendent à des destructions de l'ordre de 8 millions pour arriver à 2 500 000, il faut se poser quand même des questions. Voilà. Et donc le marché, lui, ne s'en pose pas. Et donc c'est une belle aubaine pour lui, donc pour pouvoir donc rallier donc des sommets. Alors c'est vrai qu'on peut être paumé. Je le reconnais, je comprends. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle donc il n'y aura aujourd'hui que l'indice S&P dont on va parler. Et justement pour les personnes débutantes, on va remettre le contexte en place pour essayer de comprendre justement de là où on vient. Après, là où on va, de toute façon, donc, il n'y a pas de boule de cristal pour savoir comment ça va se passer. Une petite chose quand même, aujourd'hui, une nouvelle au niveau de l'OPEP+, qui vient de prolonger les baisses de production d'un mois, ce qui fait que le WTI donc a rallié donc les 40 dollars, enfin il l'a testé quoi, ce qui représente quand même entre son plus bas euh, donc depuis 5 semaines, donc il fait quand même 100%. Voilà, pas moins que ça de hausse. Alors également la question que l'on se posait aussi sur le live trading, c'est pourquoi donc avec cette bonne nouvelle, pourquoi donc on n'explose pas et qu'on ne tient pas les 40 dollars parce qu'a priori on ne les a pas tenus. D'ailleurs on peut jeter un œil comme ceci, hein, vous voyez. Là on est en H1 donc on est monté assez fort et on est tombé. Je reviens tout de suite sur le S&P, tout simplement parce que faut quand même reconnaître qu'à partir du moment où les prix donc montent si fort, eh bien du coup ça permet aussi donc au gaz de schiste, en tout cas au pétrole de schiste, d'être à nouveau donc pompé.
produit et qui va forcément lui-même à son tour se déverser sur le marché. Donc ceci explique cela. Il y a toujours donc des contraintes positives et négatives. Bon, le S&P donc quand on le regarde ainsi en daily, nous voyons donc bien sûr qu'il venait donc grosso modo des 3400 points pour venir donc tomber en quelques semaines sur 2100 points. Et là donc depuis donc le rebond, c'est vrai qu'il y avait au départ donc l'idée donc d'avoir un biseau ascendant que l'on a bien fait effectivement sur d'ailleurs plusieurs indices. Et donc les personnes débutantes justement donc pour lire ce genre donc de, de graphique, eh bien vous voyez qu'il y a des chandeliers, donc des rectangles rouges et verts. Alors des fois les verts peuvent être en couleur blanche et les rouges en couleur noire. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui est en vert, eh bien, vous avez donc une ouverture de la séance, puisque c'est en daily, qui se fait sur la partie basse, comme ici, ou ici. Et la clôture, donc, se fait en haut, ici, ou là. Et en rouge, eh bien, c'est l'inverse, ou en noir, hein, suivant la couleur du chandelier ou de la couleur qui est prise, eh bien, l'ouverture se fait ici, hein, donc quand c'est en baisse, donc en rouge ou en noir, et la clôture se fait ici. Bon. Et donc quand on regarde ce graphique, on voit bien qu'il y a à l'intérieur de ce biseau donc cette hausse. Par la suite, nous avons cassé à la baisse, mais cette baisse-là donc n'est d'ailleurs été à l'époque pas attendue donc pour être un retournement baissier. Au contraire, on attendait donc de venir backtester donc par le dessous, parce qu'une oblique généralement qui sert comme ceci donc de support, hein, on vient s'appuyer ici, bon, et également pour l'oblique supérieure qui sert de résistance, on vient se cogner. Et bien dès lors qu'on la casse, eh bien on peut à nouveau donc la backtester, mais au lieu qu'elle soit support, elle devient résistance. Par la suite, donc, nous avons donc dérivé pendant quand même pas mal de temps sur le S&P. On a fait un range, un trading range. On appelle cela comme ça parce qu'en réalité, on reste dans une zone assez étroite. Là, pour le S&P, on était environ entre 2900 et 2850 à peu près. Et donc, nous avons oscillé comme ceci entre mi-avril, à peu près, hein, et mi-mai. Voilà. Et par la suite, eh bien, nous avons donc repris donc la voie de la hausse parce qu'il y avait donc des résistances notamment qui étaient actées par des trous de cotation qui sont symbolisés ici en rouge et qui devaient donc servir de résistance. Ils l'ont fait pendant un temps, mais dès lors qu'ils ont été battus, justement, mi-mai, eh bien à ce moment-là, donc il n'y avait plus de résistance et qui permettait donc d'ouvrir la voie donc à des prix, à gagner des prix donc un peu plus haut. Et quand on utilise également donc différents outils, et j'encourage souvent d'utiliser donc les bandes de Bollinger, qui sont des en noir ici, qui sont des moyennes mobiles un peu particulières, qui fait que lorsque généralement donc on est à l'intérieur, eh bien il y a 95% donc des prix, des trades qui se font entre la partie supérieure et la partie inférieure. Et les 5 autres pourcents généralement se font donc dans des accélérations vertigineuses, comme ici, comme là, c'est quand on sort justement de ces bandes, c'est là où on accélère très très fort. Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui s'est passé vendredi, où on a commencé à attaquer donc la partie supérieure, et généralement ces bandes partent en divergence, c'est-à-dire que vous avez la partie supérieure qui augmente et la partie inférieure qui baisse. C'est pareil, hein, si on venait donc à baisser, eh bien on a la même chose. Hein, si on baisse, on a la partie supérieure qui monte et la partie inférieure qui baisse. En fait, ça crée une bulle. Hein, vous la voyez très bien cette bulle, imaginez. Hein, on est très serré ici, et ici, hop, on éclate ici comme une bulle. Et par la suite, donc les bandes se remettent parallèles quand on baisse, donc ça s'appelle un toboggan. Et lorsque l'on monte, donc ça s'appelle un ascenseur. Pour l'instant, on est en train de créer une bulle. C'est d'ailleurs pour ça donc que nous avons donc changé notre stratégie de ne plus donc vendre les rebonds justement pour racheter après par la suite, puisque nous sommes rentrés dans une forme d'exponentielle haussière. Et dès lors, donc dorénavant, donc les recommandations seront faites plutôt sur achat, sur repli, pour aller donc chercher donc des points plus hauts. Mais où sont les points plus hauts? C'est vrai que c'est assez compliqué quand on est dans une situation comme celle-ci, surtout comme vendredi. Vous voyez ici, il y a un trend qui a été donc dessiné, qui reprend en réalité donc la parallèle donc de l'oblique qui était donc au-dessus, que l'on a donc tracé donc sur la partie basse. C'est arbitraire d'une certaine manière, sauf que on verra donc par la suite, donc c'est effectivement là du sens. Mais quand on repasse sur l'échelle hebdomadaire, donc en weekly, vous voyez ici, donc en W1,
et que l'on regarde donc le S&P sous cet aspect-là, pour reprendre à nouveau donc les bandes Bollinger, pour savoir un peu donc quels sont les potentiels. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, généralement les prix donc oscillent entre BB sup, bande Bollinger supérieure, et BB inf. On le voit très bien ici. En weekly, c'est encore plus vrai puisque forcément, on a quand même beaucoup plus de mal donc à faire des bulles, sauf avec la bulle du coronavirus qui elle donc n'a pas fait un pli et donc a créé une bulle. C'est clair. On a ici la partie supérieure qui a donc divergé, partie inférieure aussi qui est partie à la baisse. Mais maintenant donc on est en train de se resserrer, c'est-à-dire que vous avez BB inf qui est en train de monter, BB sup qui est en train de descendre. Mais on ne peut pas comme ça recréer en permanence des bulles. Forcément, il y a des cycles, il y en a peut-être un par an à peu près, les 18, 24 mois maximum. Et là, donc, l'objectif maximal, si on devait en avoir un ou avoir une estimation, la voici. Elle est donc située donc pour le S&P autour des 3500 points. C'est vrai qu'on pourrait se dire, après tout, après avoir gagné autant de points, on a gagné quand même 1200 points, à peu près. Enfin 1100 points, bon. Pourquoi pas ne pas encore en gagner 1000, hein, après tout, pourquoi ne pas aller à 4000? Il y a quand même des limites. Il y en a une qui va arriver donc très très tôt, qui est donc le gap de rupture baissière, qui est donc un gap émotionnellement donc très important, parce que c'est celui qui a déclenché la baisse. Donc il aura son effet, et on voit donc au fur et à mesure des semaines qui avancent, puisque là vous avez donc une semaine, c'est celle qui est, en fin de compte, est réduite à lundi, aujourd'hui, et ici vous avez donc toute la semaine complète, du lundi au vendredi. Et la question est de savoir donc est-ce que l'on va aller donc justement en direction des 3340 points. Après, c'est un peu à peu près la zone 3300 sur la partie inférieure, la partie ouverture du gap, donc elle est sur 3327,70 exactement. Et la partie de l'entrée du gap que l'on n'a pas encore touché, eh bien elle est à 3300, elle fait 20 points. Eh bien, on va voir donc comment ça réagit. Mais l'idée c'est que vous voyez dans cette zone, étant donné que là on est en train donc de resserrer ces bandes, il est très probable que l'on arrive ici, dans cette zone, 3480, 3500 peut-être. Et après donc par la suite, effectivement, donc dériver et donc repartir plutôt sur une tendance latérale. Forcément, cette hausse ne peut pas continuer comme ça, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, sinon ça serait vraiment tellement facile après tout que les banques centrales donc imprimeraient donc des billets et injecteraient donc en gros donc 1000 milliards de dollars ou d'euros par semaine, et puis voilà, donc tout va bien. Mais non, ça se passe pas comme ça. Donc, on va repasser plutôt en daily, donc c'est pour remettre un peu le contexte. Et dans le domaine justement donc des outils, nous avons donc justement un outil qui s'appelle le retracement de Fibonacci, qui reprend justement le maximum que l'on avait donc précédemment ici, donc à 3393, et le minimum que l'on a eu au mois de mars, le 20 mars peut-être, à 2172, et donc nous arrivons sur une zone donc de retracement. On a battu les 78,6. On a fait à chaque fois une escale, hein, donc on voit ici une escale donc à 23,6 à peu près. Vous voyez, quand on est remonté, on est revenu s'appuyer dessus. Après, on a eu une autre escale à 38,2 ici, on a dérivé. Après une autre à 50%, on tourne autour. Le retracement clé d'or, c'est le retracement de 61,8 que l'on voit là. Et là, donc, celui-ci, c'est celui qui a tenu le plus longtemps. Donc, on a vraiment dérivé donc autour. Et les 78,6 sont quasiment, voilà, on s'est quasiment pas arrêté. Quasiment pas. Hein, franchement, ça a duré très peu de jours. Ça a duré, enfin, très peu de jours. Ça a duré quelques heures. Et là, nous arrivons sur le retracement à 88,6 qui est juste avant, donc, justement, ce fameux gap. Et donc, c'est là où on va voir donc, comment ça va se comporter. Dans tous les cas, nous avons une bulle Bollinger qui est en train donc de se faire. Nous sommes en divergence et nous montrons d'une façon donc presque sans arrêt tant qu'on divergera, c'est-à-dire tant qu'en daily, nous aurons donc la partie basse ici de cette bande Bollinger descendre. Nous aurons donc un arrêt de hausse quand cette divergence-là cessera. Donc ça veut dire quand cette partie-là, inférieure, là, montera. Quand elle montera, on aura un arrêt de la hausse, momentanément ou définitivement. On verra par la suite. Voilà. Demain, on verra donc d'autres actifs. On intégrera donc deux indices.
le CAC et le DAX, et puis un autre, une commodity. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Protégez-vous au travers donc des stop loss. Et en tout cas, donc aujourd'hui, le marché, donc il est clairement haussier et a priori donc plutôt faire des stratégies donc baissières est plutôt beaucoup plus risqué dans ce contexte que de racheter sur repli donc pour accompagner la hausse. Il y a encore quelques points, quelques pourcents à gagner a priori. Merci, au revoir, à demain.